Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le dépouillement se poursuit au Togo. Le scrutin s'est tenu samedi sans incident majeur. Les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle sont attendus en début de semaine. Organisation des élections communales au Bénin pour faciliter le processus électoral, notamment la phase d'enregistrement des candidatures. Une application web a été lancée par la commission électorale. L'État brandit la menace de la perte de licence, ultimatum posé au Zimbabwe aux détenteurs de concessions minières qui ont jusqu'au 30 avril pour payer le renouvellement annuel de leurs titres. Mais tout d'abord, l'ultimatum de la CEDEAO à l'endroit de la Guinée-Bissau. L'organisation ouest-africaine menace de sanctionner ceux qui s'opposent en obstacle, je cite, à la normalisation politique et institutionnelle. Au cœur de l'impasse politique en Guinée-Bissau, un désaccord institutionnel opposant la Cour suprême à la commission électorale. Près de 2 mois après le second tour de l'élection présidentielle du 29 décembre, l'issue demeure toujours contestée par Umaro Sissoko Embalo, donné vainqueur par la commission électorale, par la commission nationale électorale, et Domingos Simoes Pereira, le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les Togolais sont dans l'attente des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Le dépouillement est toujours en cours. Alors, le vote s'est déroulé dans le calme, mais sur place, il est fait cependant état de quelques incidents, dont l'encerclement samedi par les forces de sécurité du domicile d'un des candidats de l'opposition. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Les Togolais se sont rendus aux urnes le 22 février pour choisir le président qui devra la gouverner jusqu'en 2025. Plus de 3 millions d'électeurs se sont inscrits sur les listes électorales. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, en dépit de quelques irrégularités dénoncées par le candidat de l'opposition, Agbeyome Kodjo. Depuis 48 heures, on nous signale qu'il y a des bureaux de vote fictifs où les gens votent. La mobilisation me rassure. Quelles que soient les fraudes, je dis bien, quelles que soient les fautes qu'ils ont mises en place, ils ne gagneront pas. Au sujet des irrégularités signalées ça et là, la commission électorale donne ses explications et rassure. Nous disons qu'à Boto, il a été mentionné effectivement qu'il y aurait eu des bourrages d'urnes. L'information est qu'il y aurait eu une ouverture du bureau sans que l'ensemble des membres de l'équipe de choses soit arrivé. Et ce qui a amené une protestation, et la réaction de la CENI a été d'intervenir pour récupérer les bulletins qui se trouvaient, l'ensemble du contenu de l'urne, pour entièrement brûler ce contenu-là devant tout le monde. Commission électorale salue la tenue apaisée du scrutin duquel tous les candidats restent confiants, à l'instar du président sortant Faure Gnassingbé. Je crois que c'est ma nature. Quand on travaille bien, j'ai été soutenu par mes militants, par les membres de mon parti et les sympathisants et d'autres qui ont bien voulu assister à nos meetings, nous écouter. J'ai vu la réponse qu'ils ont apportée aux propositions que j'ai faites, donc je suis plutôt confiant. Soulignons que dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote, le domicile du candidat Agbeyome Kodjo a été encerclé par des forces de l'ordre durant quelques heures. Officiellement pour sa sécurité, ce que récuse l'intéressé. Il en est de même pour son soutien, Monseigneur Podjoro. À cela s'ajoutent quelques perturbations des réseaux sociaux. Les Togolais sont en attente des résultats provisoires. Selon le code électoral, si aucun des candidats ne franchit la barre des 50%, le corps électoral sera convoqué à nouveau pour le deuxième tour de cette élection présidentielle. Actualité également, l'attaque ce dimanche d'un camp militaire à Bambara-Maoudé, près de Tombouctou, au nord du Mali. C'est un poste des forces armées maliennes qui a été ciblé. Au moins 3 soldats ont été tués. Le Mali fait face à une recrudescence des attaques. Le nombre de victimes des violences a été multiplié par 5 depuis 2016 au Mali, mais aussi dans les pays voisins, au Burkina Faso et au Niger, pour atteindre environ 4000 morts en 2019 selon l'ONU. Le conflit au Sahel a fait également des centaines de milliers de déplacés.
Les Béninois sont appelés aux urnes le 17 mai 2020 pour les élections communales. À quelques jours de la phase d'enregistrement des candidatures, la Commission électorale nationale autonome, l'institution en charge de l'organisation des élections, a doté les partis politiques engagés dans le scrutin d'une application web appelée G-Sélection pour faciliter l'opération. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. L'enregistrement des déclarations de candidature des partis politiques aux élections communales de mai 2020 au Bénin est prévu du 2 au 11 mars 2020 au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. À quelques jours de cette échéance, l'organe en charge de l'organisation des élections a doté les partis politiques d'une application web dénommée G-Élections. Elle vise le traitement efficace des dossiers de candidature, l'harmonisation de la procédure et la transparence du processus électoral. C'est un outil qui est mis à la disposition des partis politiques pour confectionner leur liste. Donc, dès lors qu'ils l'ont confectionné avec cet outil informatique, ils vont générer sur papier, c'est-à-dire en format hard, en format dur, la déclaration de candidature comportant les 3630 candidats qu'ils viendront déposer à la Sénat. À ces élections, le nombre de postes conseillers communaux et municipaux à pourvoir s'élève à 1815 au plan national. Selon le code électoral, chaque parti politique devra présenter 1815 candidats titulaires et 1815 suppléants dans les 546 arrondissements du pays, soit un total de 3630 dossiers. Si on doit centraliser tout ça là, au niveau de Cotonou, physiquement, ce n'est pas simple. Donc on demande au cadre de la Sénat de bien vouloir, avec nos techniciens, voir dans quelle mesure la procédure doit être simplifiée, vraiment très simplifiée pour que ça soit digeste. Il faut nous assurer qu'il est possible, à travers cette application, d'importer les données qui sont déjà au niveau des partis pour faciliter la continuation du travail. Selon les responsables de la Sénat, l'application web dénommée G-Élections présente des caractéristiques et fonctionnalités fiables et sécurisées. Décidé à mettre fin aux arriérés des compagnies minières qui s'élèvent à 11 millions de dollars, le gouvernement du Zimbabwe adresse un ultimatum à ces entreprises qui ont jusqu'au 30 avril pour payer le renouvellement annuel de leurs titres, faute de quoi elles perdront leur licence. Siamlo Victoria Sedji. Au Zimbabwe, plusieurs compagnies minières devraient fermer d'ici fin avril 2020. Le gouvernement menace de leur retirer leur permis d'exploitation si elles ne s'acquittent pas des redevances annuelles impayées. Selon Monica Musvangwa, la ministre de l'Information, le total impayé de ces compagnies s'élève à 11 millions de dollars américains. Nous sommes en début d'année et l'État, par rapport à tous ses besoins, vous savez très bien que l'économie du Zimbabwe souffre énormément. Il faut réhabiliter les infrastructures de transport et plein d'autres infrastructures qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc ce n'est que maintenant, à mon sens, que l'État peut relancer déjà. Quitte à ce qu'au bout du premier semestre maintenant, les gens se sont acquittés de la moitié, pourquoi pas des 3/4, donc 75% du montant de redevance qu'ils devraient donner à l'État pour l'exercice 2020. Les opérations minières sont au ralenti depuis plusieurs mois à la suite d'une longue série de délestages. Les importations d'électricité ont entraîné une hausse des tarifs de 320%, difficile à assumer par les entreprises. Si le problème n'est donc pas résolu dans les meilleurs délais, il est de fortes chances que ces compagnies minières continuent justement à faire face à la cherté de ce principal facteur de production qui est l'énergie hydroélectrique qui généralement leur est mise à la disposition du gouvernement par une facturation symbolique. Partagé entre crise de liquidité, crise alimentaire et défis énergétiques, le Zimbabwe traverse depuis 3 ans une crise économique sans précédent. Ces pénuries ont profondément affecté l'exploitation minière et le tourisme. D'après la Banque africaine de développement, les mauvaises performances dans ces secteurs ont entraîné en 2019 un repli de 12,8% du produit intérieur brut. La Banque mondiale compte appuyer les pays du Sahel à hauteur de 7,5 milliards de dollars d'investissement. Il s'agit de soutenir notamment la création d'emplois et le développement des infrastructures dans cette région fragile, en proie à l'insécurité et au réchauffement climatique. Siamlo Victoria Sedji. En dépit des investissements réalisés jusque-là, le Sahel fait toujours face à d'importants défis. La prolifération des attaques est un facteur croissant d'instabilité, mais également les aléas climatiques. Selon la FAO,
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'insécurité alimentaire devrait toucher jusqu'à 15,5 millions de personnes vivant au Sahel entre juin et août 2020. La Banque mondiale a récemment annoncé 7,5 milliards de dollars d'investissement couvrant la période 2020-2023. Il y a un vrai problème structurel dans cette zone du Sahel. Il faut une politique de cohésion, c'est-à-dire où les États mettent ensemble des ressources communes et font ce qu'on appelle des gains d'échelle au niveau des politiques. L'objectif principal de cet investissement est d'appuyer les pays du Sahel dans la mise en œuvre de réformes structurelles, l'essor du secteur privé et la réduction de la pauvreté. La zone du Sahel couvre 15 pays, notamment en Afrique de l'Ouest, du Nord et de l'Est. En Afrique de l'Ouest, c'est 40% de la population des pays du Sahel qui vit dans la pauvreté. Le fait que ces zones ne soient pas très dynamiques fait en sorte que les investissements n'arrivent pas davantage de ce côté. Mais malheureusement, ce à quoi on assiste en Afrique, c'est que les gouvernements confisquent le pouvoir, pas forcément pour apporter des améliorations, mais pour préserver un certain nombre d'intérêts. Menacés par le réchauffement climatique, le terrorisme et les conflits intercommunautaires, les pays du Sahel consacrent pour la plupart d'énormes budgets pour affronter ces défis, notamment ceux sécuritaires. Des investissements qui auraient pu être affectés à la santé, à l'éducation ou au développement d'infrastructures. La République démocratique du Congo tente toujours d'abandonner les sacs plastiques à usage unique. Le pays a déjà légiféré pour ce qui est de la capitale, Kinshasa, mais sans dispositif d'accompagnement. La mesure qui vient d'être réactivée peine à être réellement appliquée, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Interdite sous le Premier ministre sortant, mais sans une réelle mesure d'accompagnement. La production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique sont à nouveau interdites par la nouvelle administration de la ville. Il faut interdire, mais il faut proposer des alternatives. Mais en plus de cela, il n'y a pas que le sachet qui pollue la ville de Kinshasa. Il y a des plastiques que nous connaissons, des sucrés que tout le monde prend à Kinshasa. Et cela fait partie des grains de matière, ou fait des matières qui polluent davantage notre environnement. Kinshasa, une ville de plus de 12 millions d'habitants, a un plan d'urbanisation qui ne répond plus aux exigences selon les experts. Des caniveaux notamment sont souvent mal entretenus. Face à la difficile gestion des immondices dont les plastiques constituent le gros lot, les environnementalistes n'ont cessé d'interpeller les autorités. La plupart de nos rivières sont connectées au fleuve Congo. Et donc, il y a des poissons sur le fleuve Congo. Il y a des espèces que l'homme que nous sommes consomme venant du fleuve Congo. Alors que ces déchets plastiques contribuent, n'est-ce pas, à certaines maladies à travers des espèces comme des poissons, parce qu'ils vont avaler cela. Et nous allons avaler le poisson. Plusieurs villes africaines ont réussi à imposer l'interdiction des emballages en plastique et sachets. L'hôtel de ville de Kinshasa, qui s'est lancé dans une vaste opération de salubrité dénommée Kin Bopeto, entendée par là Kin propre, a tout intérêt à appliquer cette mesure pour le succès de cette opération, affirment les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.